réglementation ne va pas aller en se simplifiant, va pas aller vers plus de souplesse. Ça, c'est sûr. Elle va se renforcer. Ce qu'on va avoir l'occasion de détailler, c'est qu'en matière de cookies, toute l'ambiguïté, c'est que le RGPD n'est pas pleinement applicable. C'est toute l'ambiguïté de la chose. C'est qu'on a un texte qui est le RGPD, et tout le monde, enfin médiatiquement, on ne connaît que celui-là. Et donc on se dit que tout tourne autour de ça. En matière de cookies, en réalité, on est gouverné par une directive qui date de 2009. Et cette directive de 2009, elle fixe les règles, qui étaient utilisables et imaginables en 2009. Mais elle a forcément un décalage énorme avec la réalité des pratiques à l'heure actuelle. Il devait y avoir un règlement qui devait sortir en même temps que le RGPD, qui devait prévoir, le règlement e-privacy, qui devait justement mettre ces règles à jour et avoir un encadrement très clair de la thématique. Et quand je dis thématique, ce n'est pas que cookies, hein. C'est traceur. Donc traceur, c'est aussi les pixels invisibles. Pixels invisibles, email, toute techno de tracking est concernée à la fois par la directive de 2009, mais elle en parle très très peu, parce qu'en 2009, ce n'était pas médiatiquement une vraie problématique qui était mise en avant, même si elle existait. Le règlement, lui, devrait prévoir ce genre de choses, mais je dis devrait parce qu'on l'attend depuis, grosso modo, il était commencé à discuter, je crois, 2013-2014. Donc quasiment 10 ans, et on n'a toujours pas un texte, parce qu'il y a d'énormes oppositions de la part des lobbies et de la part des gouvernements. Tant qu'on n'a pas ce texte-là, on n'a pas des règles claires, uniformes, applicables partout, qui nous disent très clairement comment se raisonner par rapport à différentes technologies qui existent à l'heure actuelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une directive de 2009 qui a été interprétée pendant plusieurs années, et le RGPD est arrivé. Le RGPD, il n'a pas réécrit ces règles-là, parce que de toute façon, ce n'est pas le même domaine. Par contre, la directive disait, pour les cookies, il faut avoir le consentement de la personne. Eh bien, avec le RGPD, on a eu une définition très stricte du consentement. Et du coup, on a dû réécrire les règles qu'on avait compris de la directive, en se disant, bah oui, mais le consentement, il a changé. Toute la thématique, elle est là. Du coup, on a un ancien texte, on a des règles qui n'ont pas évolué, mais la manière de les comprendre, elle a évolué par rapport au RGPD. Et du coup, tous les régulateurs des pays européens se sont mis à avoir leur propre réflexion autour de la notion. Comment est-ce qu'on met en avant le consentement? Comment est-ce qu'on met en avant ce genre de choses? Comment est-ce qu'on se met au carré par rapport aux nouvelles technologies? Comment est-ce qu'on comprend un traceur? Qu'est-ce qu'on fait sur les pixels invisibles? En l'occurrence, il y a très peu d'écrits au niveau juridique, notamment de la CNIL, sur les pixels invisibles. Alors que pour le coup, il y aura énormément de choses à dire. On en a eu, pour dire les choses crûment, on en a eu assez d'attendre. Et donc, au bout d'un moment, la CNIL, OK, elle a dit, le règlement, il ne sortira pas avant les calendes grecques, donc je vais poser des règles d'interprétation. Et je vais porter ces règles d'interprétation au niveau européen pour que tous les régulateurs aient à peu près les mêmes. Le problème, on a une vieille directive, on a les régulateurs qui se mettent d'accord, mais le Conseil d'État, ce n'est pas un régulateur. Donc il y a des gens qui ont contesté la décision de la CNIL, en disant, bah oui, mais les pixels, vous nous avez dit qu'il fallait faire comme ça, moi je ne suis pas d'accord. Quand on conteste la CNIL, on va devant le Conseil d'État. Et en France en tout cas. Et le Conseil d'État, lui, il a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la CNIL. Donc la CNIL, par exemple, était contre les paywalls. Le fait de payer ou d'avoir des cookies contre un contenu. La CNIL était contre. Les principes du RGPD veulent que ce n'est pas possible. On ne peut pas subordonner l'accès à un consentement au fait de dire « si vous ne consentez pas, je vous interdis un truc ». Ce n'est pas possible. C'est contraire à l'esprit du RGPD. Le Conseil d'État, à lui, considérait que c'était possible. Et donc, on a des paywalls, alors que c'est en contradiction avec le principe du RGPD. Et ça, c'est possible parce qu'encore une fois, on n'a pas le règlement européen. Si le règlement européen, il sort et il dit « maintenant, les paywalls, c'est terminé », le Conseil d'État, il dira « les paywalls, c'est terminé ». C'est par exemple quand on voit sur un site, Marmito, par exemple, qui dit que si on veut accéder aux recettes, oui. Il faut qu'on accepte les cookies. Exact. Ou alors, on paye un abonnement à 2 € ou 1 €. Oui. C'est pas autorisé. Enfin, la CNIL ne voulait pas l'autoriser, mais sous la pression du Conseil d'État, elle a été obligée de dire que le Conseil d'État disait que c'était possible.
Maintenant, donc zone grise, zone très claire au niveau français pour le moment. Mais on sait très bien que si on va au niveau européen, la décision du Conseil d'État va tomber. Donc pour le moment, franco-français, on peut se dire « ouais, le Conseil d'État, il a dit que », donc on le fait. Et la CNIL, d'ailleurs, a dit « le Conseil d'État dit que, donc je suis obligé de dire que c'est malgré tout possible ». Mais on sait très bien que dès que ça va arriver au niveau européen, s'il y a la Cour de justice de l'Union européenne qui s'en mêle, qui est, elle, chargée d'interpréter les textes, elle va dire non, le RGPD, la notion de consentement, c'est absolument impossible que ça soit une obligation. Et donc, elle fera tomber les paywalls. Oui. Du coup, le règlement, il est européen, mais la CNIL, alors, lequel? Le RGPD. Oui, le RGPD est européen, oui. Européen. Oui. Mais du coup, en France, on a la CNIL, donc ça, c'est un institut... Une autorité administrative indépendante, qui est un régulateur en matière de protection des données qui a été reconnu par le RGPD. Le RGPD a considéré que la CNIL, c'est elle qui était chargée de faire appliquer la réglementation en France. Ok, mais donc du coup, par rapport aux autres pays européens... Oui, chacun a son régulateur. Okay. Et est-ce que la CNIL est plus restrictive, on va dire, de tous les pays européens? Non. Pas forcément. Ça dépend des sujets. Elle a ses marottes, notamment le numéro NIR, numéro de sécurité sociale, qui ne nous concerne pas là, mais juste pour montrer qu'elle a ses marottes. Après, chaque régulateur a ses spécificités. Le régulateur espagnol, par exemple, va mettre des sanctions financières très fortes. Il l'a toujours fait. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls régulateurs européens dont les amendes vont directement dans son budget. Donc historiquement, il a toujours mis des amendes très fortes. Les Allemands sont très stricts en matière d'application de la réglementation. Pourquoi? Parce qu'historiquement, c'est la loi d'un land allemand qui était la première avant même la loi française. Et ils ont toujours appliqué très strictement la réglementation sur la protection des données. En Irlande, l'Irlande a été critiquée pendant extrêmement longtemps parce que le régulateur irlandais ne mettait pas de sanctions. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de gens, et ils ont à réguler tous ce qu'on appelait avant les GAFAM, maintenant les MAMAM. Oui, MAMA. Puisqu'ils ont leur siège en Irlande, et que selon le RGPD, c'est le régulateur du siège de l'entreprise qui va être compétent. Ils se sont mis en Irlande, donc c'est le régulateur irlandais qui va les sanctionner. C'est pour ça que vous n'avez pas de grosses sanctions sur des principes généraux du RGPD en France, sur Amazon, Google, etc. C'est toujours des régulateurs étrangers qui s'en occupent. Exception, les cookies, parce que les cookies, ça ne fait pas partie du RGPD. Donc du coup, la CNIL retrouve sa liberté. Thématique en matière de cookies, étant que si chacun retrouve sa liberté, ça veut dire aussi que, par exemple, vous êtes un acteur, vous avez une pratique de cookies qui est sanctionnée en France. Si vous êtes à l'international, en l'occurrence au niveau européen, chaque régulateur national va pouvoir vous sanctionner pour un montant qu'il va déterminer. La sanction du RGPD, vous avez un régulateur, vous allez prendre cher, mais vous allez prendre pour tout le monde. En matière de cookies, vous allez peut-être pas prendre cher, mais x27, potentiellement. Et donc, quelqu'un qui se plaint de votre manière de faire parce que c'est un activiste, etc., il peut vous poursuivre dans tous les pays. Du coup, les effets de bord en matière de risque, à la fois en termes de volume, on va voir pourquoi, et à la fois en termes d'importance financière, peuvent parfois être beaucoup plus importants en termes de cookies. Et sur un simple point, je veux dire, c'est pratico-pratique, hein, parce que la conformité cookies, c'est grosso modo 10 minutes de boulot à auditer. Grosso modo. Versus envoyer 3 auditeurs à l'autre bout de la France, leur payer l'hôtel, etc., pour faire un contrôle sur place en matière de conformité, en matière de protection des données. Là, contrôle à distance, paf, 5 minutes, c'est fait. C'est bon, on peut démarrer. Et donc, on va revenir sur le cœur du sujet. Je ne sais pas si c'était pour toi. Okay. Ah oui, ça passe. Ok. Bon, je te laisse le soin de... Alors, attends, par contre, vas-y. Je sais pas si... Ouais, si, c'est bon. Ouais. Donc, on va vous parler... Hop, tac, voilà. Le fait que le RGPD, la cybersécurité, c'est souvent vu comme étant des contraintes. En réalité, effectivement, il y a une part de contrainte, mais il y a une partie d'évolution sociétale, d'évolution réglementaire, sur laquelle on ne reviendra pas.
Donc il n'y aura pas de monde d'avant, ce n'est pas possible. Donc il faut se projeter dedans et de voir comment est-ce qu'on peut faire. Et en plus, ça peut être aussi un levier de vente insoupçonné sur un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place, parfois assez facilement, et transformer la contrainte en avantage. Et la conformité en atout business. Pour vous parler du sujet. Donc je me présente pour ceux à qui je n'ai pas encore pu parler depuis ce matin. Je suis Pauline Guibert, je travaille chez Evolutive Group en tant que data analyst, donc tout ce qui est GA, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et François, du coup, je ne sais pas si tu t'es présenté ou pas encore? Non. Pas encore. Donc François Coupez, avocat, associé fondateur du cabinet Level Up Legal. Ça fait maintenant 23 ans que je m'occupe de droit du numérique, protection des données, cybersécurité. Et j'ai passé la moitié de ma carrière en entreprise, petite entité et surtout grand groupe. Donc quelques éléments saillants du RGPD pour bien se replacer la thématique en tête. Hein. On ne va pas faire une analyse détaillée du texte, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, quelques éléments saillants. Comme on va le voir, en pratique, un champ d'application mondial. On va détailler après, mais en pratique, ça revient à ça et ça a été pensé comme ça. Deuxièmement, le RGPD, ce n'est pas un texte qui est figé. Il a été rédigé, il ne bougera pas pendant un certain nombre d'années, certes. Mais l'ensemble des régulateurs européens se réunissent dans un organisme qui s'appelle le Comité européen de la protection des données, le CEPD, et lui fait évoluer le texte. Lui a une logique d'amélioration permanente. Lui va faire à chaque fois hausser la conformité. Et lui, notamment, a pris position sur les cookies et utilise le meilleur des argumentaires et des développements de chacun des régulateurs pour les porter au niveau européen et pour les uniformiser. Donc, c'est un chef d'orchestre, chef de file, et surtout, vraiment, un point essentiel. Dès qu'il y a une interprétation du CEPD, on sait que ça marque le « là », et en général, ça va plus loin que les textes existants. Le RGPD nous impose aussi une traçabilité, une conformité à tout moment. On n'est plus sur les déclarations préalables. On va voir la CNIL en disant bah, « tiens, un jour, je vais faire des traitements, il va se passer ci, il va se passer ça, puis je mets ça dans un tiroir, j'oublie complètement, je fais complètement autre chose ». Ça, c'est terminé. Maintenant, on est sur une problématique de conformité à tout moment, c'est-à-dire que la CNIL, par exemple, quand elle fait un contrôle, mais pas que la CNIL, hein, il faut savoir que les régulateurs, si vous êtes dans des secteurs régulés particuliers, votre régulateur aura aussi une compétence, très souvent, sur les données à caractère personnel. La DGCCRF intègre le respect de la protection des données à caractère personnel. Pour ceux qui sont dans le domaine bancaire, l'autorité de l'ACPR intègre également la conformité RGPD. Et donc, il est nécessaire de prouver sa conformité à tout moment, par exemple quand on a un contrôle. Et avant, on pouvait dire, bah oui, je retrouve les documents, etc. Et on mettait un certain temps à les transmettre à la CNIL. La CNIL considère qu'on est censé les avoir de base, qu'on est censé suivre la conformité à tout moment. Donc, elle ne considérera pas qu'il faut un délai pour fournir les éléments. En plus, sur la thématique qui nous occupe, les cookies, c'est quelque chose d'extrêmement visible immédiatement, avec des outils qu'ils ont développés sur type CookieVis pour immédiatement avoir l'analyse de ce qui est déposé en termes de cookies sur un site. Si on parle de cookies, ils ont également développé une analyse évidemment sur tout ce qui est traceur de façon plus globale, parce que la réglementation ne vise pas que les cookies, elle vise les traceurs. Cookies étant le truc médiatique sur lequel toute la science se porte, mais la réglementation est à envisager de façon globale. On a un renforcement du droit des personnes, et donc les personnes en plus sont informées de ce renforcement, et du coup il y a de plus en plus de demandes de la part des utilisateurs, et pas seulement des activistes qui veulent faire avancer les choses. On a un principe de privacy by design, privacy by default, c'est-à-dire qu'on va intégrer la protection des données dès la conception d'un outil. En matière de e-commerce, quand on intègre la problématique de façon globale, ça va être, je vous donne un exemple, vous êtes un e-commerçant, vous livrez un produit à un consommateur, il se trouve que le consommateur il est en France, il vous a donné une adresse en France, et puis à cause d'un problème, le colis est livré en Allemagne. Alors, toute ressemblance avec un cas étant arrivé à l'orateur il y a 3 semaines est absolument hors de propos, bien sûr. Le colis arrive en Allemagne. Et donc, l'utilisateur se dit, j'ai pas reçu mon colis, et puis il constate qu'il a été envoyé en Allemagne. Donc, il a dit, il y a un problème sur les données. Et là, le e-commerçant lui dit, ah bah oui, alors envoyez-moi une copie de votre carte d'identité, pour que, comme ça, je puisse prouver à la personne, au transporteur, qu'il a commis une erreur, et c'est la condition seulement pour que je vous envoie le bien.
Bon, bah là, clairement, on n'est pas dans une thématique de privacy by design, privacy by default, où on va essayer au contraire de minimiser les informations dont on a véritablement besoin sur la cible. Ça permet de se concentrer sur l'essentiel et surtout de diminuer le niveau de risque. Plus vous avez uniquement l'information qui est absolument nécessaire pour ce que vous faites, moins vous avez d'informations qui est inutile à gérer, moins vous avez de stockage à faire, moins vous avez de mise à jour à faire, et surtout en cas de piratage, moins il y a de données dans la nature. Très souvent, on demande la date de naissance d'une personne, alors qu'on n'en a pas besoin. On a besoin de savoir en général quelle est la tranche d'âge. Mais la tranche d'âge, ce n'est pas du tout la même information qu'une date de naissance, dont la date de naissance est un élément qui permet encore pour certains systèmes de paiement d'avoir la confirmation d'un paiement. Donc c'est une information qui est utilisée, elle ne devrait pas, mais elle est utilisée à titre sensible, elle peut avoir des conséquences importantes. En l'occurrence, si vous avez besoin d'une tranche d'âge de 3 ans en 3 ans, bah c'est beaucoup plus simple de demander à votre utilisateur de répondre à une tranche d'âge. Et vous êtes dans un processus de minimisation pour être dans le respect des droits. Après, si vous avez absolument besoin de la date de naissance, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas la collecter, hein, ce n'est pas ça du tout. Il faut avoir une approche, est-ce que j'ai vraiment besoin de traiter cette information? Est-ce que je ne peux pas traiter un truc un peu plus global, mais qui aura à peu près les mêmes effets pour moi? L'année, par exemple. Pardon? L'année de naissance. L'année de naissance, par exemple. Ça peut être Alors, si vous voulez envoyer un cadeau le jour de l'anniversaire, vous avez forcément le jour et le mois, mais ça peut être de tranches d'âge. Moi, je suis dans le vin, donc ça peut être le millésime. Voilà. De naissance. C'est ça. Mais pour d'autres, ça peut être, les éléments. Évidemment, vous avez besoin de ça, parce que très souvent, on n'envoie pas le même cadeau à quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui en a 20. Donc, tout ça, ça peut se concevoir, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on a une explication claire, savoir pourquoi est-ce qu'on collecte cette information, et à se dire, est-ce que je ne peux pas essayer de minimiser, parce que tout le monde y gagne, en réalité. Le sous-traitant, c'est le partenaire de la sécurité. Avant, on se disait, je sous-traite et puis lui, il se débrouille. Pas du tout, comme on va le voir. Et on a plusieurs décisions qui, véritablement, donnent un rôle fort au sous-traitant et ne déresponsabilisent pas en même temps le responsable de traitement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est on va taper sur tout le monde. Le Privacy Impact Assessment, le PIA, l'analyse d'impact sur la vie privée. Bon, là, pour ceux que ça intéresse, on en discutera après. Grosso modo, pour les trucs un peu sensibles, quand vous allez traiter de la masse, quand vous allez traiter des données véritablement intimes, etc., là, vous allez devoir faire une approche systématique de risque pour la personne si jamais il y a un problème sur les données. Donc, typiquement, vous traitez des données d'abonnement à un magazine dont l'abonnement pourrait, en discutant, relever de catégories philosophiques ou, par exemple, religieux ou autres. Et à ce moment-là, ces informations que vous avez sont extrêmement précises. Elles sont dans la nature. Vous avez un grand nombre d'abonnés. Bon, là, il faut se poser 2-3 questions avant de faire le traitement. Comment est-ce que je vais assurer la sécurité? Comment je vais faire en sorte que si jamais c'est dans la nature, il n'y aura pas de conséquences pour les personnes, ou en tout cas le moins possible, etc. Je passe à nous... Enfin, c'est très intéressant, mais ça vous concerne moins. Et pour ceux que ça intéresse, on pourra voir ça après. Avant, on avait une obligation de sécurité. Maintenant, on a une obligation de sécurité. Quand je dis avant, c'est depuis 1978. Hein. C'est aussi un élément à avoir en tête. C'est souvent, on dit le RGPD, c'est récent, j'ai du mal à mettre en conformité, etc. 80% des règles datent de 1978. Donc, il y a 45 ans. Donc, ça passe pas, hein, l'excuse de j'ai pas eu les moyens, c'est pas ma culture. Etc. Non, non. Pour la CNIL, ça fait 45 ans que ça doit être fait. Et donc, en l'occurrence, on avait une obligation de sécurité qui existe depuis 45 ans. Maintenant, on a une obligation de notification de violation de données. Ma base de données est dans la nature, je vais devoir déjà le dire en interne, souvent le dire à la CNIL, et dans les cas les plus graves, en plus informer les personnes. Il y a des sanctions qui sont diverses, et très souvent, on focalise sur les sanctions médiatiques. Les fameux 4% du chiffre d'affaires, 2% du chiffre d'affaires, 10 millions d'euros, 20 millions d'euros. Déjà, c'est la plus haute des deux. Hein. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a des entreprises qui ont déjà été sanctionnées à plus de 8% de leur chiffre d'affaires. Ça existe, ça a été le cas, c'était en France. Ce n'est pas forcément médiatique parce qu'ils ont été condamnés à 1,5 million d'euros. Alors, si on ne connaît pas leur chiffre d'affaires, on ne voit pas le ratio. Mais sachez que c'est le plus haut des deux et que pour les entreprises qui ne font pas forcément un énorme chiffre d'affaires, assez conséquent, mais ça peut être indexé et ça peut monter très très vite. Là, en l'occurrence,
Alors, le pourcentage, il n'évolue pas. C'est 4% au maximum, ou 20 millions d'euros, et c'est la plus haute des deux sommes, le plus haut des deux plafonds. Mais pourquoi il y aurait le maximum? C'est-à-dire, ils ont fait quoi avec les données? Là, en l'occurrence, sur les 8%, c'était des données de santé, et c'était un sous-traitant qui avait fait n'importe quoi avec, et avait... C'est grave. Oui, assez grave, oui. Oui. Bah, c'est toujours proportionné, ça s'explique, etc. Donc, pour infliger une telle sanction, il faut vraiment que c'était le cœur de l'activité de la boîte et qu'elle n'a pas du tout réalisé. Ça sera pareil avec les cookies. Ce n'est pas parce qu'on a un cookies qui pose problème qu'on va être sanctionné. C'est parce que le cookies va induire des collectes de données sur un certain nombre d'internautes. Bah, moins on a d'internautes, moins c'est grave, hein, pour faire schématiquement. Donc plus vous avez des données, plus vous allez être dans le détail, plus vous allez mentir. Non, je ne fais pas ça, non, j'en dépose pas, etc. Alors que vous le faites, plus ça va aggraver la sanction. Donc la notification, les sanctions diverses, on parle de ça. Il faut savoir qu'il y en a d'autres que ces 4% ou 20 millions d'euros. Mais médiatiquement, ce n'est pas forcément connu. Notamment, la Cour de cassation a considéré que quand vous avez un fichier client, et puis que bon, bah, la réglementation, c'est pour les autres, hein, donc vous avez fait votre fichier client, vous avez plein d'infos, etc. Et puis vous revendez votre boîte, et bah, que vous avez un fichier de 10 millions de clients, donc votre boîte, elle vaut cher. Bah non, elle vaut rien en fait. Hein. La Cour de cassation a bien indiqué que le fichier client qui était fait en mépris de la réglementation était hors commerce. Hors commerce, vous n'avez pas le droit de le vendre. Donc si vous le vendez, vous êtes obligé de rembourser. Donc c'est un énorme aspect sur la validation des business plans dans le cadre des due diligence pour les rachats et les investissements dans les boîtes. Est-ce que j'ai été conforme? Parce que si je n'ai pas été conforme, mon fichier client, il va falloir que je reparte de zéro. Bon, il y en a d'autres, je vous cite les principaux. Il y a un impact aussi qui est très méconnu, et je vous le cite quand même, c'est celui sur les contrats. Vous signez avec d'autres partenaires commerciaux, des gros, un écosystème, et vous avez dit que vous étiez, vous, conforme à la réglementation. De plus en plus, dans les contrats avec des écosystèmes, on a des clauses qui disent que si jamais vous n'êtes pas conforme, le contrat est résilié. Ça a pu arriver à certains prestataires qui, d'un seul coup, bah, la CNIL a dit ils ne sont pas conformes, et donc tous les clients les ont quittés du jour au lendemain en faisant tomber les contrats. Donc ça peut avoir des conséquences, ça c'est un client écosystème, hein. Pas uniquement les clients, c'est vraiment membres qui interagissent avec les données. Et puis enfin, le dernier point important, c'est que le RGPD, petit tips, hein, le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, on ne parle jamais la RGPD, le RGPD, c'est justement un texte qui s'intègre dans une réglementation plus large, avec d'autres textes. Il y en a un que vous ne connaissez pas forcément, qui est la directive police-justice pour les données police-justice, on ne va pas y revenir, mais il est important parce qu'il est spécifique. Et un autre, le règlement e-privacy, qui est spécifique aux questions d'échange d'emails, de consentement sur les emails, de prospection, donc par messagerie électronique, de cookies, de traceurs. Et ce texte, ces trois textes-là devaient sortir en même temps. Police-justice et RGPD, c'est sorti à l'heure. Le règlement e-privacy, lui, il n'est jamais sorti. Et il n'est jamais sorti, il est toujours en discussion. Donc on a un tabouret avec deux pieds. Le troisième pied, il n'est pas là. Et donc du coup, on utilise la vieille directive dont je vous ai parlé au début de 2009, qui, elle, n'est pas vraiment faite pour être en coordination avec le RGPD, mais qu'on utilise faute de mieux. Et tous les débats autour des cookies depuis quelques années sont liés à ça. Deuxième conséquence, on n'est pas dans le cadre du RGPD. Donc, le côté j'ai mon régulateur, j'ai un établissement en Irlande, etc., c'est que mon régulateur qui tape, ça ne vaut que pour le RGPD, parce qu'il a créé une règle comme ça. La directive, non. Donc, dès que vous êtes sur des cookies, dès que vous êtes sur la prospection commerciale non sollicitée, vous envoyez des mails alors que vous n'avez pas le consentement, etc., il faut savoir que ces règles-là sont applicables pays par pays, et vous pouvez être sanctionné régulateur après régulateur. Et que la CNIL a toute compétence, même si vous êtes un acteur étranger. Bon, j'ai pris un peu de temps pour vraiment mettre les éléments en place, donc là on va aller un petit peu plus vite. Sachez juste que, grosso modo, le RGPD est applicable à un très grand nombre d'acteurs. C'est pas est-ce que je suis en France, c'est pas est-ce que j'utilise un sous-traitant qui est français. Oui, ce sont déjà ces éléments-là. Mais en plus, je suis un acteur étranger et je vise des Français. Je suis un acteur étranger et je vends à je sais pas moi, des Allemands, des Espagnols. Je vends en euros, je livre en Allemagne, en Espagne. Le RGPD s'applique. Et si le RGPD s'applique à moi, il va s'appliquer à mes sous-traitants, y compris si je suis aux États-Unis, en Argentine ou autre. Donc on a un effet volontairement assumé de mondialisation de la règle.
Ce qui a un impact très fort, hein, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs au niveau international qui se sont mis aux normes du RGPD et qu'il y a un certain nombre de législateurs, ailleurs qu'en Europe, qui ont adapté leur législation parce qu'ils se sont rendus compte que sinon ça leur fermait des marchés. Ça a fait tache d'huile. Bon, les droits renforcés des personnes, sachez que vraiment on a renforcé les droits et que du coup, il faut donner beaucoup plus d'informations aux personnes, ce qui fait que des bandeaux cookies, bah, ils sont plus gros. Bah, voilà, c'est parce que juste maintenant, on a plus d'informations qui sont rendues nécessaires pour informer les personnes de ce qui va se passer en matière de traitement des données par rapport à il y a quelques années. C'est directement lié. Et en général, le bandeau cookies, il devrait faire 2 pages. Donc comme c'est absolument impossible, eh bien, on prévoit un petit paragraphe, 2-3 lignes, et surtout un renvoi. C'est la pratique de ce qu'on appelle les informations de premier niveau, où on met les informations absolument essentielles, et un lien qui permet d'avoir les informations dites de deuxième niveau, qu'on retrouve en général dans une politique de confidentialité beaucoup plus exhaustive. Et peut-être qu'on pourrait faire un petit quiz. Ouais, petit quiz pour tester un peu vos connaissances sur le sujet. Donc on va faire à main levée, et puis s'il y a besoin de précision, de détails, je te laisserai prendre la main du coup, François. Donc première question en matière de respect du RGPD, quels sont selon vous les points d'attention pour votre site e-commerce? La première réponse, donc la façon dans laquelle il a été développé. Ensuite, la conformité des sous-traitants qui vous permettent de le faire fonctionner. Les solutions de suivi d'audience et d'affichage de publicité mises en œuvre. Quatrième, la sécurité de votre base de clients. Et enfin, la sécurité du processus de paiement utilisé. Non. Tous. Absolument tous. Parce que la façon dans laquelle il a été développé, vous ne pouvez pas dire c'est pas ma responsabilité, c'est vous qui avez choisi le logiciel. Et si le logiciel ne permet pas le respect des droits, eh ben c'est pour vous. Donc il y a véritablement l'importance de savoir quel outil on utilise, où est-ce que les données sont stockées, comment est-ce que c'est géré, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, par exemple dans le code, etc., etc. Ce sont des éléments qui vont être imposés, notamment par la CNIL, qui va nous demander, et il n'y a pas que la CNIL d'ailleurs, qui insiste sur la notion de développement sécurisé. Donc on va très loin maintenant au niveau des exigences. Hein. Ce n'est pas juste je suis hébergé en France ou j'ai un truc de sécurité avec un auditeur qui passe une fois l'an. C'est véritablement toute la chaîne des produits qui ont été utilisés, à savoir est-ce qu'il peut y avoir un maillon faible. Et je vais être responsable si jamais il y a un maillon faible, en plus du maillon faible d'ailleurs. On ne peut pas se retourner contre la personne qui nous a fait le logiciel. C'est-à-dire si on se fait attaquer, c'est pour nous. Quoi. On peut se retourner contre lui, mais ça n'empêche que ce n'est pas lui qui va payer l'amende. Ce n'est pas lui qui va supporter médiatiquement le problème. Mais contractuellement, oui, il pourra nous rembourser 2 000 €, 3 000 €, parce qu'en général, il aura limité sa responsabilité dans le contrat. Et du coup, ça va un peu spoiler là-dessus. Voilà. Ben oui, mais c'est le jeu. C'est ça. Du coup, deuxième question, vous utilisez un sous-traitant pour traiter des données à caractère personnel. Celui-ci réalise un traitement de façon non conforme ou encore non sécurisée. Qui est le responsable pour la CNIL? Est-ce que c'est vous, le sous-traitant, vous et le sous-traitant, sanction commune, vous et ou le sous-traitant, au choix de la CNIL de façon cumulée ou non, ou personne? La... Est-ce qu'on fait un contrat, nous et le sous-traitant? Mais où c'est que nous, non, c'est pas le sous-traitant. Mais dans tous les cas, on fera un contrat. Pour la CNIL, c'est nous. Ouais, pour la CNIL, c'est nous. Non. Pour la CNIL, c'est vous et ou le sous-traitant. Donc on a eu des décisions de sanctions qui ont sanctionné les deux en même temps. C'était sur du credential stuffing où en fait aucun des deux n'avait bougé. Le sous-traitant avait dit je peux faire ça mais ça va demander un peu d'argent. Et donc l'autre, le client avait dit oui, ben alors vous mettez ça dans votre phase de développement puis on va voir. Et ça avait pris trop de temps pour la CNIL et il y avait du coup eu tout un tas de conséquences négatives. Les deux ont été sanctionnés. Ou alors la CNIL va ne sanctionner que le sous-traitant ou alors elle va ne sanctionner que le responsable de traitement. Mais de toute façon, potentiellement, tout le monde peut prendre. Et les recours après dépendront de ce qui est prévu dans le contrat. Et en général, il faut faire attention aux différentes limitations. Et enfin, si vous étiez un véhicule, le DPO serait-il un représentant des forces de l'ordre disposant d'un vétuste radar de vitesse, le conducteur de votre bus,
troisième, votre moniteur de conduite accompagnée, et enfin votre passager Blablacar. Le DPO, c'est le Data Protection Officer, qui est mis en avant par le RGPD, qui existait auparavant, mais qui s'appelait le correspondant informatique et liberté. Là, on a un axe fort, souvent demandé par les entreprises, quand elles contractent avec un autre, en disant « est-ce que vous avez un DPO ?» voilà. Et donc, quel est le rôle de ce DPO? 3. Tout le monde? Vous savez la différence entre un moniteur de conduite et un moniteur de conduite accompagné? C'est qu'il n'a pas de double pédale. Et c'est très important, il n'a pas de double pédale. Donc le DPO, ce n'est pas lui qui prend une décision pour son responsable de traitement. Ce n'est pas lui qui dit « Ah tiens, on aurait dû effacer telle donnée, il faut l'effacer. » S'il fait ça, il sort de son cadre de DPO. Donc attention, c'est le piège dans beaucoup d'entreprises. Je nomme un DPO parce qu'on me demande un DPO, et je considère que c'est lui qui va tout faire de ma conformité. Non, le DPO ne fait rien en termes de conformité. Le DPO, en termes de conformité, il vérifie que c'est fait. Donc si vous voulez que ça soit fait, ce n'est pas un DPO qu'il faut engager. Il faut quelqu'un qui fasse le taf. Le DPO, après, va vérifier que le taf a été fait. Si jamais le DPO fait son taf, il est en conflit d'intérêt, et vous pouvez être sanctionné parce que vous avez mis votre DPO en conflit d'intérêt. Ça a déjà été le cas. Et c'est pour ça que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises françaises. Mais dans d'autres pays, notamment en Irlande, il y a eu une vague de sanctions pardon, pas en Irlande, en Luxembourg. Il y a eu une vague de sanctions des entreprises parce que l'autorité luxembourgeoise a rappelé la règle. Il y a eu 25 décisions sur les DPO. Donc il y avait vraiment une grosse vague de contrôle spécifique sur les DPO. Pour rappeler ce type de règles sur le fait qu'il y avait des conflits d'intérêts, qu'il ne devait pas intervenir sur plein de choses, etc., etc. Il y a tout un tas de règles, on ne va pas aller dans le détail, mais le DPO a vraiment tout un cadre extrêmement normé sur ce qu'il doit pouvoir faire dans l'entreprise. Et à l'heure actuelle, il se trouve que l'autorité luxembourgeoise a porté la question au niveau européen, et donc maintenant il y a des contrôles au niveau européen, et le CEPD s'est saisi de la question. Donc ça va évoluer en France. Et c'est pour ça que je vous préviens, parce qu'il vaut mieux être en avance de phase. La façon dans laquelle la CNIL voit le DPO va forcément changer dans les mois qui viennent. Un DPO, ce serait plus un consultant. C'est lui qui émet la philosophie. Sauf que dans les... Alors, on pourra en parler après, parce qu'on a d'autres sujets, mais le DPO, il doit forcément faire rapport au niveau le plus haut de la hiérarchie. Il doit être complètement indépendant. Il ne peut pas être sanctionné pour ses avis. Il peut faire les audits qu'il veut. Il n'a aucun plan, on ne lui donne aucune instruction. Enfin, voilà, c'est pas juste un consultant. Il y a des critères extrêmement formels qui sont assez peu respectés en pratique pour le moment. Donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on voit les évolutions réglementaires et les textes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, ça marche bien parce que ça a conduit un certain nombre d'industriels à changer leurs pratiques en matière de recettes. Parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre des trucs qui avaient des Nutri-Score faibles. Eh bien, le législateur a décidé de faire la même chose en matière de cybersécurité. Et donc, il va viser les plateformes numériques destinées au grand public. Et dedans, il va mettre les moteurs de recherche, les places de marché, les plateformes d'économie collaborative, les fournisseurs de solutions de VoIP, les solutions de messagerie instantanée, les services de courrier web, etc., etc. Il y a un décret qui va plafonner, en nous disant exactement à quel niveau, en termes d'audience, etc., ça s'applique. Et il va falloir auditer le système par des prestataires spécialisés. Normalement, ce texte est applicable en octobre. Mais comme l'arrêté n'est pas sorti, on ne sait toujours pas sur quoi, sur quelle base, etc., ça va être repoussé a priori début 2024. La difficulté, c'est que ça a été vendu comme un truc de cybersécurité, sauf que les parlementaires ont ajouté des choses. Et dans les critères, ils ont ajouté le niveau d'externalisation, le niveau d'exposition sur Internet, l'audit du service numérique, bien sûr, mais surtout la protection des données. Donc, grosso modo, quand on regarde protection des données, vous revendez les données à des tiers. Vous revendez les données à des tiers, et ben c'est dommage pour vous parce que vous ne serez jamais plus que D. Et donc, je me permets de te poser une question, François. Pour le moteur de recherche qui est le plus utilisé par tout le monde, donc qui est Google, et sur lesquels la plupart de nos clients et commerçants sur le marché français utilisent pour optimiser leur contenu, apparaître dans les plus hauts résultats, est-ce que du coup ça aura un impact? Ça aura forcément un impact. Parce que derrière, on va demander le niveau d'externalisation, on va demander la localisation des infrastructures d'hébergement du service numérique.
On va demander à ce qu'ils soient dans l'Union européenne. On va demander que les sous-traitants en matière d'administration, de supervision du service numérique, donc les sous-traitants du sous-traitant qui vont s'occuper de gérer le serveur, sont de nationalité de l'Union européenne. Donc c'est des entreprises fondées au sein de l'Union européenne. Donc on a des exigences qui vont faire que on ne sera jamais à plus, on sera jamais à, et dans un certain nombre de cas, on ne sera jamais plus haut que D. Donc le cyberscore, ce n'est pas que de la sécurité, il y a beaucoup de sécurité, ok, mais c'est aussi de la conformité, c'est aussi de la protection des données. Et la protection des données devient un des moyens de pouvoir vendre. Parce que, comme vous voyez dans les supermarchés, quand vous avez un produit qui est D, c'est bête à dire, mais il se vend beaucoup moins bien qu'un produit qui est B. Ça va concerner dans un premier temps que les gros acteurs, ceux qui font beaucoup d'audience, mais au fur et à mesure, ça va descendre. C'est une évidence. C'est le sens de l'histoire. Donc, il convient de s'y préparer au mieux. Mais du coup, si à cause de ces points-là, oui. En fait, on ne peut pas dépasser la note de D, oui. comment faire en fait pour... On les change, les prestataires. On ne peut pas échanger Google, quoi. Eh ben, le problème, c'est que... Le problème, c'est ça, c'est que Google ne respecte pas les règles pour un certain nombre de services dont il bénéficie, pas qu'il vend, pas qu'il fournit, dont il bénéficie. Et c'est ça tout le problème. C'est à partir de ce moment-là, et où on considère qu'il ne devrait pas bénéficier de ce dont il bénéficie, eh bien, le fait d'utiliser ce service-là nous met dans une situation de non-conformité. Et les situations de non-conformité sur l'utilisation de Google, il y en a tout un tas. Hein. Que ce soit Google Recaptcha ou que ce soit Google Analytics, il y a tout un tas de décisions qui ont dit, y compris au niveau de l'État, vous ne devez pas utiliser ce type de produit. Et il y a tout un tas de décisions de sanctions, y compris à bas bruit, à l'heure actuelle, sur le fait d'utiliser des solutions qui ont alors deux aspects, parce qu'on va voir, il y a deux éléments. Je vous ai parlé de la directive e-privacy, l'ancien texte, 2002, mais modifié en 2009. C'est le fondement de la réglementation sur les traceurs dans les cookies. On attendait un règlement e-privacy, il n'est pas venu. On a le RGPD, et donc on fait le lien. Et puis, on a le Comité européen à la protection des données. Oh, la faute. C'est le CEPD, qui a émis des recommandations et des lignes directrices. Il en ressort quoi? On fait une distinction entre les cookies qui sont non nécessaires et les cookies qui sont nécessaires. Grosso modo, ce qui est absolument indispensable pour faire fonctionner un site, il n'y a pas besoin de consentement. Dès que ce n'est pas absolument indispensable pour faire fonctionner le site, si ce n'est pas pour finalité exclusive de permettre de faciliter la communication par voie électronique, et les paniers d'achat, etc., c'est considéré comme étant exempté de consentement, hein, on est d'accord. Mais dès qu'on se dit, tiens, j'ai envie de savoir d'où il vient, mon internaute, qu'est-ce qu'il a fait avec un autre, etc., ça, ce n'est pas inhérent au fonctionnement de notre site web. Vous allez me dire, c'est inhérent au e-commerce, ok, je suis d'accord. Mais pour la réglementation, ça n'est pas. Pour la réglementation, consentement exigé. Et donc, on a une première thématique en faisant le tri entre les cookies. Certains pour lesquels le consentement est absolument nécessaire au sens de la réglementation interprétée par la CNIL, d'autres pour lesquels ça ne l'est pas. Du coup, comme on a des obligations d'information qui sont plus importantes, il va falloir détailler le bandeau. Et on a des règles qui vont vous dire, on peut mettre tout accepter, tout refuser, etc., etc., et y compris la CNIL qui a accepté un petit continuer sans accepter, ou etc., en tout petit, en contradiction du principe qu'elle a elle-même énoncé. Et donc, on peut utiliser ce genre de choses, mais ce n'est pas les purs. Donc, le texte demain d'application, le règlement e-privacy, pourrait dire ça. Pourrait supprimer le tout petit continuer sans accepter. Le consentement doit être informé, donc on doit avoir toutes les informations nécessaires. On doit pouvoir le retirer ultérieurement sans subir de conséquences négatives. C'est pour ça que les paywalls, ça ne marche pas. Donc c'est uniquement le Conseil d'État qui l'a validé, mais dans l'optique générale, ça ne marche pas. Consentement est libre, ça doit être extrêmement simple, on ne doit pas le forcer. Et il doit être univoque, ça doit être extrêmement clair de savoir pourquoi il donne son consentement. Ça veut dire aussi qu'un consentement pour recevoir des pubs de 50 millions de personnes dont il ne connaît absolument pas les identités, ça ne marche pas. D'où la nécessité de prévoir une liste de tous les destinataires des informations pour que le consentement porte sur « je sais que ça va être envoyé à ». Ça, c'est pour le consentement. Mais en plus, si on utilise un prestataire qui va faire en sorte qu'il va recueillir des informations alors qu'il n'est pas au sein de l'Union européenne, eh bien là, en plus, on va avoir un deuxième problème. Donc on a un premier problème consentement éventuel, et on a un deuxième problème, de toute façon, le flux de données hors UE, il n'est pas possible s'il n'est pas encadré.
Je passe tous ces éléments-là, vous avez peut-être entendu parler, Privacy Shield, plus de Privacy Shield, accord avec les États-Unis, finalement pas d'accord pour le moment. Quand l'accord sortira, de toute façon, retenez ça, hein. Quand l'accord sortira, s'il n'y a pas de modification de la législation américaine forte, de toute façon, il tombera. C'est une évidence. En vertu des décisions qui ont fait tomber les précédents accords. Donc il y a eu des accords pour échanger les données. La législation américaine ne change pas, donc en fait les données ne sont pas protégées. Et les Américains ne veulent pas changer leur législation. Donc tant qu'on en sera là, de toute façon, tout accord est voué à l'échec. Du coup, les seules solutions pour transférer les données nécessitent de véritablement les protéger extrêmement fortement. Et il se trouve que Google ne les protège pas suffisamment fortement pour la CNIL. C'est aussi simple que ça. Donc utilisez Google, et je dis Google, mais on peut citer tout acteur qui a un contrôle sur les données alors qu'il est soumis à des lois étrangères, c'est exactement la même chose. Donc on va considérer qu'il ne protège pas suffisamment les données. On n'est pas uniquement sur j'héberge en Irlande, et en Irlande c'est au sein de l'Union européenne. Hein. C'est je suis un acteur étranger soumis à ma législation étrangère, quel que soit le pays dans lequel j'héberge, le risque c'est que ma législation étrangère s'applique. Et c'est ça qui va être mis en avant. Donc, tel que Google Analytics, même si on a le consentement, il est problématique parce qu'il y a de toute façon le flux de données. Et même si on règle le problème du consentement, avec une évolution de Google, de toute façon, le problème c'est qu'il y a un flux de données. Du coup, il faut, a priori, plutôt ce que la CNIL met en avant, utiliser des alternatives dont elle dit, voilà, si vous les configurez de manière particulière, si vous vous assurez qu'ils vont avoir assez peu d'informations, eux, et que les informations sont uniquement pour vous, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de demander le consentement. On est uniquement sur de l'information. Tiens, ici, on a des cookies qui vous protègent. Sachez-le. Et il n'y a pas de consentement, je refuse, machin. C'est juste, voilà, soyez informés. Et on continue à le tracer, et on continue à savoir ce qui se passe sur notre site. Et il ne peut pas s'y opposer. Donc on n'a pas à fournir d'options pour les désactiver, ces cookies-là, si on est complètement de cette approche. Quelques solutions, alors très rapidement, qui sont exemptées de consentement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou ça se trouve, vous les avez déjà mises en place. Donc, qui dit exempté de consentement dit qu'ils ont en fait soumis un dossier à la CNIL. La CNIL a validé le fait qu'il soit conforme à la réglementation et qu'ils peuvent du coup collecter des données sans forcément recueillir le consentement aussi strictement qu'un Google Analytics devrait le faire par exemple. Ces solutions, du coup, doivent se limiter à la seule fourniture de services, collecter les données de façon complètement anonyme, faire de la mesure d'audience et des performances techniques, mais pas aller au-delà, pas de croisement de données qui pourrait permettre d'identifier un utilisateur. Et par contre, il ne doit surtout pas donc, transmettre des données à des tiers, ce que potentiellement un Google Analytics va faire. Recoupement des données avec d'autres sources, idem, et le suivi de l'internaute via un identifiant qui, toujours pareil, permet de l'identifier, et donc caractère personnel, etc., etc. Pour ne citer que ces 5-là, qui ont une version qui a été validée par la CNIL, donc ce n'est pas forcément toutes les versions de ces logiciels-là, mais c'est une qui a été validée, sont exemptés de consentement, donc Matomo, Piwik Pro, Beable Analytics, Piano, donc anciennement AT Internet, et Eulerian. Il y en a d'autres aussi, mais voilà les plus gros. Il y en a à peu près 14, je crois. À peu près, oui. Qui ont été validés, et pour lesquels donc, on n'a pas de consentement. Ça veut dire juste mention d'information, et c'est tout. Pas de retrait à prévoir, etc. Et on peut utiliser toutes les données. Après, si on veut faire du recoupement, il va falloir du consentement. Et ça ne changera a priori pas. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire que le règlement e-privacy le dira jamais dans 100% des cas, mais ce n'est pas du tout le sens de l'histoire. Donc a priori, on ne reviendra pas en arrière, et c'est pour ça que les acteurs essaient de trouver des solutions pour être beaucoup plus sur des analyses de flux globales, sur des analyses statistiques, sur de l'anticipation globale, et plus sur du suivi individuel, parce que de toute façon, on va avoir cette limitation de la réglementation qui a été conçue comme ça depuis l'origine et ne souhaite pas évoluer, et au contraire aller encore plus loin pour intégrer tous les autres types de traceurs. Les impacts de quelques décisions récentes, non seulement il faut avoir des sous-traitants qui sont conformes, mais la CNIL nous dit maintenant qu'il faut auditer leur conformité. Donc ce n'est pas seulement un engagement dans le contrat en disant vous êtes conforme, c'est bon, je vous utilise. Maintenant la CNIL va plus loin en disant ok, c'est bien, ils vous ont dit ça, mais est-ce qu'ils le faisaient vraiment? Donc auditer. Focus de plus en plus fort sur la sécurisation de façon générale, notamment les développements informatiques. Vraiment, il y a un gros axe là-dessus.
Les sanctions en matière de cookies, bah, la CNIL, comme je vous l'ai dit, hein, elle n'est pas tenue par les règles globales, donc elle peut sanctionner sur le pays spécifiquement les MAMA. Et puis, en plus de ça, depuis avril 2022, il n'y a pas besoin de réunir 6 commissaires de la CNIL qui ont tous un boulot à côté, avec des agendas tendus, etc., ce qui explique que vous avez très peu de décisions de sanction de la CNIL. C'est juste une question d'organisation et de goulot d'étranglement, parce qu'il faut réunir 6 personnes régulièrement, etc. Là, vous avez le président qui peut prendre des décisions de sanction jusqu'à 25 000 €, tout seul. Mais les sanctions ne sont pas rendues publiques. Donc le goulot, il saute, mais on ne le voit pas parce que ce n'est pas rendu public. Et c'est des petites sanctions, parce que 20-25 000 €. Et on a fini sur l'IA. Plein de questions qui se posent. Vous pourrez voir la vidéo de l'autre. Merci déjà d'avoir assisté à cette session. L'autre session, vous pourrez voir la vidéo. Et sachez qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser autour de la réglementation, et notamment comment est-ce qu'on a intégré les flux, et ce qu'on va en faire derrière, et comment on encadre la protection des flux générés. Et ça fera peut-être l'occasion d'une intervention ultérieurement. Il nous reste à vous remercier de votre attention.